Donc, ça va être notre dernier cours en mécanisme d'évolution. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est l'évolution des hominines, c'est-à-dire la lignée qui mène à Homo sapiens. Donc, on va commencer par revoir un petit peu la phylogénie des primates pour être clair sur ce que c'est qu'un hominine, qu'est-ce que c'est qu'un homininé, etc. Ensuite, on va faire un zoom sur la bifurcation pan-homo et on va essayer de définir quels sont vraiment les caractères dérivés qui caractérisent l'être humain. Une fois que l'on est un petit peu armé pour interpréter les fossiles, les espèces fossiles qui restent, on va les passer en revue, les principales espèces fossiles qui restent, et on va essayer de les interpréter en termes de à quel point ces espèces déployaient ou utilisaient la bipédie, les outils façonnés et un langage. Et on va se terminer dans les temps un peu plus récents, et on verra que, ma foi, Homo sapiens a eu des interactions intimes avec d'autres espèces d'hommes archaïques, les Néandertals et les Denisovans. Donc, premièrement, de revisiter la phylogénie des primates. Donc, ça c'est nous, sur un des taxons sur le primate, défini par un pouce opposable, et un autre brindille, ce sont les lémuriformes. Alors, les lémuriformes ont encore un truffe, un nez humide, et c'est ça qui les distingue de l'ensemble des autres primates. Donc, les tertiaires et les vrais singes, qu'on appelle les simiiformes, on a tous un nez, un vrai nez, pas un truffe. Donc, les terciformes et les simiiformes, c'est nous, on est les haplorhini, les espèces avec un nez sec. Chez les singes, les simiiformes, c'est encore le nez qui donne la principale distinction entre les singes de l'ancien monde, qui sont les cathariniens. Donc, chez les cathariniens, on a les narines reprochées ouvertes vers le bas, comme nous, tandis que les singes du Nouveau Monde, donc espèce de singes en Amérique du Sud, ils ont des narines qui sont les platyrrhiniens, ils ont des narines espacées, ouvertes latéralement. Alors, chez les cathariniens, les singes de l'ancien monde, on distingue les hominoïdes, qui sont les gibbons et ce qu'on appelle les gonçages, et qui sont caractérisés par l'absence de queue, remplacés par le coccyx. Les grands singes, orang-outang, gorille, chimpanzé et nous, sont les hominoïdés, qui sont caractérisés apparemment par quelques différences dans les os maxillaires et un plissement accru du cortex cérébral, peut-être un peu plus de fonction cérébrale. Et ce qui va nous intéresser par la suite, c'est les hominoïdés, orang-outang, gorille, chimpanzé et nous, les hominidés, grands singes africains, gorille, chimpanzé, Homo sapiens, et les homininés, qui est le clade défini par chimpanzé, humain et notre ancêtre commun. Sur cet embranchement qui mène jusqu'à l'Homo sapiens, ce sont les hominines, et sur cet embranchement-là, ce sont les panines. Donc, pour les espèces fossiles, on veut savoir s'il s'agit d'un hominine, d'un homininé ou d'un panine. La prochaine chose, et une des choses qui va être importante pour interpréter les espèces fossiles, c'est d'avoir une idée
de la datation de cette bifurcation Homo-Pan. Et puisqu'on a séquencé les génomes entiers des chimpanzés, plusieurs individus de chimpanzés, plusieurs individus de notre espèce, on peut tenter une datation de cette bifurcation en appliquant une approche d'horloge moléculaire. Donc plusieurs études ont été effectuées dans ce sens. Et pour tout ce qui est publié avant 2012, on a un consensus pour une date relativement récente pour cette bifurcation, donc entre 4 à 6 millions d'années avant le présent. Par contre, c'était un peu remis en cause par une étude publiée en 2012 qui a intégré dans ses calculs le taux de mutation observé par génération chez Homo sapiens, que l'on connaît parce qu'on a séquencé les génomes entiers chez les parents et chez les enfants d'une même famille. Donc on peut compter précisément combien de mutations nouvelles sont intégrées à chaque génération. Donc on peut compter le nombre total de différences en moyenne chimpanzé-homme, et on connaît le nombre de mutations observées par génération. Donc on peut calculer le nombre de générations qui séparent un chimpanzé d'un humain. Donc pour convertir ce nombre de générations en temps, il faut connaître le temps moyen d'une génération chez les populations sauvages de chimpanzés et chez les populations représentatives de Homo sapiens. Donc chez les chimpanzés observés dans son environnement naturel, apparemment le temps de génération en moyenne c'est 25 ans. Donc les chimpanzés ne vont pas faire leurs enfants au bout de 12 ans, mais au bout de 25 ans en moyenne. Et chez l'Homo sapiens, le chiffre de 29 ans vient des études ethnologiques chez les populations qui vivent encore avec un mode de vie chasseur-cueilleur. Donc ce sont quelques populations isolées qui vivent toujours comme ça, mais c'est considéré comme plus représentatif de la grande majorité de l'existence de notre espèce que notre mode de vie moderne basé sur l'agriculture. Donc ça c'est un temps de génération qui peut paraître long, mais c'est basé sur les observations sur une population qui, qu'on pense, est plus pertinent pour effectuer les calculs. Et si on met ces chiffres dans le calcul, on obtient une date de divergence chimpanzé-homme qui est plus ancienne. Donc, il y a 7 jusqu'à il y a 13 millions d'années. Donc on passe du simple au double en intégrant ces nouvelles données. Et ça, c'est un truc à garder en tête parce que quand on regarde les dates de différentes publications, donc la date de divergence pan-homo est différente. Et c'est à cause de l'intégration de nouvelles données dans le calcul. Donc, on situe cet événement de bifurcation dans le cladogramme dans cette fourchette de 7 à 13 millions d'années. Quand même assez grande. Hein. 7 millions d'années ou 6 millions d'années de fond, donc c'est quand même un truc assez vague. Mais en termes de statistiques, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les innovations évolutives, les caractères dérivés que l'on retrouve chez la lignée des hominines qui sont absentes chez la lignée des paniers. Et classiquement, et j'entends classiquement il y a 50 ans, on a toujours considéré que les caractères spécifiquement humains étaient la locomotion par la bipédie, l'utilisation des outils façonnés et la préparation d'autres artefacts, et la communication par un langage symbolique parlé. Donc ces trois comportements, je dirais, sont présents chez toutes les populations d'humains et sont absentes ou considérées comme absentes chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les orang-outans. Et donc, on peut raisonnablement déduire qu'ils étaient absents également chez notre ancêtre commun. Donc, leur apparition, ou peut-être ce qu'on va voir, leur perfectionnement, sont des innovations évolutives qui sont sur notre lignée humain. Donc, pour ces trois caractères ou apomorphies importantes pour nous,
vais essayer de vous donner une idée à quel point tel ou tel comportement est présent ou absent chez les chimpanzés et est-ce qu'on doit réinterpréter et ce qu'on peut retrouver dans les archives fossiles pour détecter la présence de ce type de comportement. Donc, d'abord pour la bipédie. Donc, est-ce que les chimpanzés sont uniquement quadrupèdes? Donc, en observant les groupes de chimpanzés chez eux, dans leur environnement naturel, on peut observer assez régulièrement que de temps en temps, les chimpanzés se déplacent sur leurs deux pattes arrière. Mais on peut voir que ce n'est pas leur mode de locomotion exclusive, et aussi on voit que la bipédie, ce n'est pas vraiment perfectionné. Quand moi je marche, je peux avancer comme ça, sans problème. Les épaules, le bassin restent alignés avec la direction de la marche. Et là, si vous avez vu cette femelle-là, elle marchait un peu comme ça, là. Donc, c'est un peu plus laborieux, c'est pas une locomotion aussi fluide. Donc, la bipédie est une mode de locomotion possible chez les chimpanzés, mais c'est pas perfectionné. Donc, peut-être chez l'ancêtre commun, on avait une bipédie partielle déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans les archives fossiles qui nous renseignent sur le développement de la bipédie chez tel ou tel individu fossile? Donc, évidemment, on a la forme du bassin et la forme du fémur qui vont être informatifs. Et notamment pour le fémur, quand on met des fémurs posés sur les condyles qui font l'articulation avec les genoux, on voit que chez les chimpanzés, ça monte tout droit. Chez l'Homo sapiens et chez les Australopithèques, on a un angle. Et donc ça, c'est une adaptation à la bipédie. Pourquoi? Parce que la bipédie, c'est rester en déséquilibre, en équilibre sur un pied et passer sur un autre pied. Donc on passe, on est debout sur un pied et ensuite sur l'autre pied. Si j'ai les deux fémurs qui descendent tout droit du bassin comme ça, si je lève un pied, je suis déséquilibré parce que mon centre de gravité, c'est ici. Donc on va avoir tendance à tomber comme ça. Donc ça ne sera pas très stable. Donc si j'ai des fémurs qui partent vers l'intérieur ici, ça veut dire que le genou, c'est plus aligné avec mon centre de gravité. Donc je peux lever un pied comme ça et je ne suis pas trop déstabilisé. Donc c'est pour ça que l'angle que le fémur fait avec le bassin et que le genou soit vers le centre du corps, c'est une adaptation à la bipédie. Donc l'autre chose que l'on peut voir aussi, c'est sur la patte arrière de disposition des phalanges, et notamment le gros orteil. Chez un gorille, c'est encore opposable. Donc on a le hallux ici, le pouce, qui est opposable aux autres doigts de pied. Tandis que chez un être humain, donc on a le hallux qui est aligné avec les autres doigts de pied et qui porte pas mal du poids lorsqu'on marche. Donc cet alignement ici, c'est une adaptation à la bipédie. Donc ce n'est pas que des membres inférieurs qui donnent de l'information quant à la bipédie. On a la disposition du crâne sur la colonne vertébrale, qui est important parce que si on est en train de marcher à quatre pattes la plupart du temps, on veut néanmoins regarder droit devant. Donc la colonne vertébrale va s'insérer à l'arrière du crâne. C'est ce qu'on voit chez les chimpanzés. Et le trou par lequel la colonne vertébrale sort du crâne, ça s'appelle le foramen magnum. Tandis que chez l'Homo sapiens, on est debout et le crâne est planté au-dessus de la colonne vertébrale comme sur un pic. Et donc, le foramen magnum, par où sort la colonne vertébrale, est placé plutôt au centre du crâne. Donc, la position du foramen magnum, c'est une bonne indication de la bipédie de l'organisme, de l'individu. Puisqu'on est sur les crânes, ça permet aussi de voir un petit peu les dents là. Chez les chimpanzés, on a des dents plus massives avec une disposition plutôt en rectangle ici.
Et chez l'Homo sapiens, on a des plus petites dents, notamment petites canines par rapport à ce qu'on a chez les chimpanzés, et disposées en arc. Donc même si on a juste un mâchoire avec quelques dents attachées, ça peut nous donner quelques renseignements sur la forme archaïque ou dérivée de la dentition et de la mâchoire. Donc ça aussi, ça va être intéressant en soi, mais pas pour la bipédie. Et dernière chose pour la bipédie, c'est que quand on est quadrupède, le dos forme un arc en régulier, mais si on se met debout et on veut avoir une bonne articulation avec le bassin, il faut qu'on ait une courbure de dos qui s'inverse. Donc la courbure lombaire chez l'Homo sapiens est spécifique et c'est une adaptation à la bipédie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souffre du mal de dos et donc on paye notre adaptation à la bipédie par des douleurs qui peuvent être handicapantes. Donc on est loin d'être un exemple parfait d'un organisme super évolué et parfait. Donc ça, c'est pour la bipédie, ce que l'on recherche dans l'archive fossile pour le définir. Alors, pour les outils, donc chez les chimpanzés, en captivité, on peut les apprendre à utiliser tout un tas d'outils, mais ce n'est pas un comportement naturel. Donc il y a des chercheurs qui ont passé leur carrière à observer le comportement des chimpanzés chez eux, et on voit plusieurs exemples d'utilisation d'outils. Donc là, par exemple, cette femelle, elle va choisir une brindille, elle va la modifier un petit peu pour l'utilisation qu'elle a prévue. Donc elle fait un trou dans la termitière, elle enfonce la brindille. Donc les termites vont s'énerver, vont essayer d'attaquer l'intrus qui est en fait une brindille d'arbre. Et donc elle retire, elle peut manger des termites. Okay, donc on peut rester comme ça pendant des heures et on mange une tonne. Donc on a l'utilisation d'un outil en bois simple qui est choisi, qui est légèrement modifié, mais on n'aura aucune trace de ça dans l'archive fossile parce que le bois ne se conserve pas. Donc outil en bois façonné, on ne sait pas, aucune information. Donc qu'en est-il pour l'utilisation d'outils en pierre? Donc quelques groupes de chimpanzés. Il ne veut pas montrer la vidéo. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais. Okay. Donc, quelques populations de chimpanzés ont été observées utiliser des pierres pour casser des noix. Et tous les individus dans le groupe, utilisent la même technique. Donc là, on voit cette vieille femelle qui va nous démontrer là. Donc, elle choisit une grosse pierre plate pour placer la noix. Ensuite, elle va choisir une autre pierre qu'on va utiliser, elle va utiliser comme un marteau. Et voilà, elle casse la noix et peut manger. Donc, très intéressant comme comportement, pour plusieurs raisons. Donc, ils utilisent des pierres. C'est un comportement naturel, ce n'est pas l'observateur qui leur a appris comment faire. Et ce n'est pas observé chez tous les groupes de singes. Donc, c'est culturel. Ce n'est pas un comportement qui est inné, c'est quelque chose qui est appris. Et donc, on a aussi observé une femelle qui arrive dans un groupe, qui connaît la technique, et puis tous les autres vont la copier. Et donc, on a une transmission d'un comportement qui n'est absolument pas génétique, c'est culturel. Donc, les différents groupes de chimpanzés ont des cultures distinctes en termes d'utilisation d'outils. Ceci dit, jusqu'à présent, personne n'a observé les chimpanzés modifier les formes des pierres. Ils vont sélectionner les pierres de la bonne forme, mais ils ne sont pas là en train de les taper pour les façonner. Donc pour l'instant, l'utilisation des outils chez les chimpanzés, c'est considéré comme utilisation d'outils simples en bois, oui. Utilisation d'outils en pierre chez quelques groupes. Façonnage des outils en pierre, non, pas observé. Donc l'ancêtre commun avait peut-être ce niveau d'utilisation rudimentaire d'outils. Donc
dernier élément qui va nous intéresser. Alors, les chimpanzés, comme d'autres singes, produisent des vocalisations qui ont une signification. Donc, je vais vous les jouer. Si j'arrive à faire... ah, ok, voilà. Donc, la curiosité, c'est ça. Là, on commence à s'exciter, on commence à s'énerver un petit peu. Et alors là, on commence à s'énerver franchement. Là. Ouais, je dois vous avouer quelque chose. Tous les ans, là, et même chaque fois que je fais ce cours, je dois faire un énorme effort pour pas mimer des trucs là. Mais en fait, j'ai quand même une limite au niveau de ridicule que je suis prêt à accepter. Donc je m'efforce à ne rien faire. Mais on peut imaginer ça. On va essayer d'imaginer. Donc on a un certain nombre de vocalisations qui ont un sens. Et puis les chimpanzés communiquent avec l'expression faciale qu'on peut comprendre. Donc là, on voit qu'il est content. Là, il n'est pas content. Il fronce des sourcils. Et là, c'est plutôt où on sollicite quelque chose. Ça va avec ce type de vocalisation. Donc les chimpanzés ont un répertoire de différentes vocalisations qui ont des sens. Mais c'est extrêmement différent du langage parlé. Donc c'est beaucoup plus proche de ce que l'on voit chez d'autres espèces de singes. Donc on a un répertoire de cris qu'on va utiliser dans telle ou telle circonstance. Mais c'est très très loin d'un langage humain, où on va avoir des sons qui sont beaucoup plus articulés, beaucoup plus variés, et un assemblage de mots et de concepts qui est très complexe. Là, on ne voit absolument pas ça dans la communication naturelle des chimpanzés. Donc il y a certainement une raison pour ça, c'est la forme anatomique du larynx, la forme prognate de la bouche, qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité de produire des sons articulés comme nous. Donc il leur manque le matériel pour produire des sons articulés. Donc à un certain moment donné, il y a un nombre de primatologues qui se sont posés la question, ok, ils n'ont pas le matériel pour le faire, mais est-ce qu'ils ont le logiciel? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre et manipuler un langage symbolique? Et donc, à un moment donné, il y a différents groupes qui ont essayé d'apprendre le langage des signes aux chimpanzés, aux gorilles. Et ces recherches, qui sont un peu tombées de mode, ont été un peu controversées parce que pour les primatologues qui effectuaient ces recherches, ils étaient absolument convaincus que oui, le chimpanzé avait bien appris à utiliser le langage et ils étaient capables de communiquer comme si on parlait entre deux personnes. Et donc, pour les équipes concernées, oui, ok, les chimpanzés avaient la capacité intellectuelle d'utiliser un langage symbolique. Pour les gens qui n'étaient pas impliqués directement avec les programmes de recherche, ils avaient une interprétation beaucoup plus nuancée. Par exemple, pour les études sur le langage des signes, les chercheurs qui faisaient ça, ce n'étaient pas des sourds qui utilisaient le langage des signes pour communiquer, pour parler tous les jours. Et donc, ils avaient une capacité assez limitée eux-mêmes dans l'utilisation du langage des signes. Et des fois, quand les conversations ou les interactions entre le chimpanzé et l'expérimentateur par le langage des signes étaient observées par un sourd qui, lui, savait vraiment parler avec le langage des signes, l'interprétation était très critiquée parce que l'expérimentateur dit « Ah oui, voilà, tu as vu, il m'a dit ça ». Et l'observateur dit « Ben non, il n'est pas bien fait. Et là, ce qu'il a fait avec ses mains, ça ne veut rien dire ». Et donc, ces études ont été critiquées par les gens de l'extérieur pensent que les expérimentateurs avaient vraiment une tendance à surinterpréter ce que le chimpanzé ou ce que le gorille essaye de faire. Et donc, l'expérimentateur était en train d'inventer les deux côtés de la conversation. Donc, on a eu ce type de critique pour ces études qui n'ont pas été répétées d'ailleurs.
Et donc, des experts en linguistique, comme Stephen Pecker, ne sont pas convaincus par ces expériences chez les singes. Et pour eux, ils disent que vraiment, il y a un grand fossé entre la manipulation d'un langage symbolique par les humains et ce que l'on voit chez les chimpanzés. Donc là, pour le coup, on peut considérer que c'est vraiment une capacité spécifiquement humaine qui n'est pas vraiment présente chez les chimpanzés et probablement pas présente chez notre ancêtre commun non plus. Donc, mais on va voir que langage parlé, c'est là où on va avoir le plus de difficultés à connaître les capacités des espèces fossilisées de maîtriser leur capacité à maîtriser un langage parlé. Mais pas impossible. Difficile, mais pas impossible dans certains cas. Donc maintenant, je vais passer en revue les différentes hominines et éventuellement homininés fossiles. Et je vais le faire dans l'ordre chronologique avec les plus anciennes espèces fossiles d'abord et vers les plus récentes. Et ce n'est pas dans l'ordre chronologique de leur découverte. Donc on va commencer par Toumaï ou Sahelanthropus tchadensis, découvert en 2001 par une équipe dirigée par Michel Brunet à l'Université de Poitiers. Et une espèce extrêmement, un échantillon extrêmement important parce que la datation la place à il y a 7 millions d'années, vraiment pile poil dans la fourchette pour la bifurcation Homo-Pan. Donc très importante pour cette raison-là. Une autre particularité, c'est la localisation. Donc Sahelanthropus tchadensis, découvert au Tchad. Ça peut paraître curieux parce que la plupart des fossiles d'Australopithèque ou de Homo ont été découvertes en Afrique de l'Est. Alors pourquoi diable est-il allé au Tchad, Michel Brunet? Il ne savait pas manier sa boussole, il y a une erreur dans son planification avec l'agence de voyage. Non, ce n'est pas un accident. Il est allé, et si j'ai bien compris, l'objectif principal d'aller chercher les fossiles au Tchad, c'était de tester une hypothèse qui avait été émise par Yves Coppens sur l'origine de la bifurcation Pan-Homo. Donc, l'hypothèse de Coppens s'appelait le East Side Story. Et selon cette hypothèse, l'événement qui démarre la différenciation Homo-Pan, c'est un événement de spéciation allopatrique lié à l'émergence des grandes vallées de rift. Et l'émergence de cette vallée va séparer la population de notre ancêtre commun en deux, avec une partie de la population qui se trouve à l'est, et c'est ça qui va donner la lignée hominine, et une autre partie de la population isolée à l'ouest, et c'est ça qui va donner la lignée de Panine. Parce que les populations de chimpanzés qu'on trouve actuellement en Afrique, on les trouve en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est c'était l'hypothèse, le East Side Story, qui propose un événement de spéciation allopatrique comme à la base de la bifurcation Homo-Pan. Donc si c'est vrai, donc c'est une hypothèse scientifique, en ce sens que l'on peut le confirmer ou le rejeter à la base des observations. Et donc l'observation, l'évidence qu'il faut faire, c'est que bon, ben, si cette hypothèse est vraie, si on regarde en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on doit trouver des espèces fossiles qui sont sur la lignée des panines. Et donc c'est un peu ça l'idée. Alors, Michel Brunet, il va trouver d'abord une espèce d'Australopithèque qui est clairement sur les lignées hominines au Tchad, donc pas vraiment des lignées panines, donc on va rejeter l'hypothèse de East Side Story de Coppens. Dommage, belle théorie, mais qui n'est pas vraiment justifiée par les données dont on dispose actuellement. Donc scientifiquement, on propose une hypothèse, on cherche les données pour le confirmer ou pour le rejeter. Et dans l'occurrence, on va le rejeter. Donc, la découverte de Toumaï est un petit peu dans la ligne, c'est pour ça qu'il fallait aller chercher en Tchad. Puis on peut se dire, ben ouais, mais Tchad, c'est le désert, là, c'est très sec. On sait que les chimpanzés, tout ça, c'était
Ce sont des animaux qui vivent dans le jungle. Pourquoi aller chercher des panines au Tchad? Ben, il y a 5 millions d'années, il y a 10 millions d'années, l'environnement ici était beaucoup plus humide et boisé. Donc l'environnement local était propice à la survie d'espèces de primates. Donc, Toumaï, c'est quoi? C'est principalement un crâne fossilisé qui a été déformé par le processus de fossilisation. Néanmoins, on a un nombre d'indications très très intéressantes. Donc, on a les orcades sourcilières prominents qui sont plutôt un caractère archaïque. On a une face assez prognate, encore un caractère relativement archaïque quand on compare un chimpanzé. Ici, nous, on a une face plutôt plate chez Homo sapiens, mais c'est associé avec quelques caractères plus modernes dérivés. Notamment, on a une canine qui est restée attachée au crâne, et c'est une canine plutôt petite. Donc ça, c'est considéré comme un caractère moderne. Donc là, un mélange de caractères archaïques et modernes. Ce qui va être vraiment très très intéressant sur le crâne, c'est la position de foramen magnum. Donc ça, c'est publié en 2002, la découverte initiale par l'équipe de Michel Brunet. En 2005, ils vont publier une analyse de position de foramen magnum basée sur une reconstitution de la structure du crâne non déformée, parce que le fossile lui-même, c'est un échantillon déformé. Donc pour vraiment voir où se trouve le foramen magnum, il fallait faire une reconstitution informatique pour essayer de déécraser l'échantillon et le remettre à sa forme initiale. Et donc, ce qui est publié ici, c'est ce type d'analyse où on va essayer de tracer un plan basé sur la position de foramen magnum ici, et un autre plan basé sur les orbites. Et donc, chez un crâne humain, Homo sapiens, l'angle qui est fait par ces deux plans, c'est un angle droit. Donc, on est debout, on a un angle droit ici. Chez le chimpanzé, on trace le plan formé ou indiqué par la position de foramen magnum et le plan donné par les orbites. Et quand ils rejoignent, ça nous donne un angle aigu. Chez un australopithèque, on a un angle qui est un peu aigu, mais un peu plus plat. Donc on passe à un stade intermédiaire où la bipédie commence à s'installer. La même analyse chez Toumaï donne ça. Donc on a cet axe ici, cet axe-là, c'est pratiquement un angle droit, et les auteurs concluent que Sahelanthropus tchadensis était bipède. Donc ici, j'ai dit probable possible parce que tous les paléoanthropologues ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Parce que notamment Martin Pickford, qui est co-découvreur de Horowin, dit qu'ici, là, il choisit un exemple extrême d'un chimpanzé pour un peu forcer la comparaison. Donc ça, il critique un petit peu l'utilisation des exemples ici. Et le grand problème, le grand point d'interrogation, c'est que on base l'interprétation sur une reconstitution de la forme initiale du crâne. Donc on devrait peut-être être un peu moins certain dans les conclusions que l'on tire, parce qu'on n'a pas accès vraiment aux fossiles dans une forme pristine, sans modification. Donc ça, c'est néanmoins les analyses des experts chez Michel Brunet indiquent une bipédie chez Sahelanthropus tchadensis. Pas d'outil façonné trouvé à côté et une capacité crânienne qui est dans la moyenne pour un chimpanzé. Chez les chimpanzés, on est à 275 à 500 cm3. Donc pas vraiment un grossissement de l'augmentation de la capacité crânienne. Alors, ce qui serait bien utile pour conclure définitivement sur la bipédie seraient les membres inférieurs ou les éléments post-crâniens. Et en 2002, en 2005, on n'a aucune indication de l'existence même de ce type de spécimen. Or, j'étais vraiment très étonné de découvrir en janvier de cette année
que, en effet, un fémur a été découvert au même temps que le crâne. Donc ça, c'est une photo de l'assemblage des os fossilisés sur le site de découverte de Toumaï. Photo prise par Alain Beauvillain, qui faisait partie de l'expédition, qui était sur place le jour même. Donc c'est lui qui a pris la photo. Donc ça, c'est le crâne de Toumaï. On a plusieurs os qui sont là, y compris un fémur. Donc, apparemment, lors de la collecte de ces os fossilisés, ils ont été étiquetés, catalogués, et initialement, ils n'ont pas été transportés à Poitiers pour l'analyse. Donc, le fémur est resté au Tchad jusqu'en 2003, et puis était envoyé à Poitiers. Mais les chercheurs localement, ils n'ont pas apparemment fait la connexion. Donc, selon la version de l'histoire racontée par Madame Bergeret et Monsieur Macchiarelli, donc Madame Bergeret, c'était une étudiante en master à l'époque, qui avait comme sujet de son stage de recherche d'étudier les autres zoos qui étaient retrouvés sur le site de Toumaï. Donc, elle prend le fémur ici, elle dit bah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Son directeur de master est parti en mission au Tchad. Ce qui, par ailleurs, je trouve assez gonflé pour un encadrant de stage. Ah, il prend le stagiaire et puis il se barre, quoi. Mais donc, elle se retrouve. Le reste de l'équipe est parti au Tchad sur le terrain. Donc, elle demande conseil à un prof à la fac de Poitiers, professeur Macchiarelli, qui lui dit bah, c'est quoi selon vous? Il dit bah, j'en sais rien. Et puis il dit bah, ça, c'est un os de primate que vous avez là. C'est un fémur de primate. Si ça se trouve que tu as trouvé le fémur de Toumaï. Ouais, c'est chouette, on va pouvoir faire un grand truc avec ça. Donc, ça, c'est 2004. Donc, on réidentifie que ce fémur a été retrouvé sur le site. Le reste de l'équipe de Poitiers rentre de leur mission. On pourrait imaginer qu'ils seraient super contents. Mais en fait, non. Ils ne sont pas contents du tout. Hein. Parce que, selon eux, c'est le professeur Macchiarelli qui est allé fouiller dans les échantillons qui n'étaient pas à lui, dans le dos des autres membres de l'équipe. Donc, ils ne sont pas contents. Ils disent que ce n'est pas éthique de faire comme ça. Donc, Monsieur Macchiarelli, il est viré de l'équipe, donc il est obligé de rejoindre notre équipe de recherche à Poitiers. Madame Bergeret, bon, bah, elle n'obtient pas son financement de thèse, exit aussi. Alors, toujours est-il que l'équipe de Michel Brunet à Poitiers connaît que le fémur existe maintenant, 2004. C'est important, c'est le fémur. Tout le monde se demande, bah, oui, mais si seulement on avait un fémur, ça serait bien. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Ils rentrent dans un tiroir quelque part à Poitiers. Et donc, on connaît cette histoire seulement parce que les deux principaux dans cette histoire, Bergeret et Macchiarelli, ils proposent de faire une communication sur le fémur dans la réunion de la Société anthropologique de Paris, qui a eu lieu à Poitiers en 2000. Je crois que c'était en janvier ou février cette année. Mais le comité scientifique refuse qu'il communique sur ça. Comité scientifique, bon, de Poitiers, quoi. Donc, personnellement, je trouve assez vraiment étonnant que l'équipe ici garde sous scellé, dans le secret, un échantillon important pour tout le monde pendant 14 ans, sans faire la moindre communication scientifique. Vraiment étrange. Et donc, je vous invite à voir les explications de Michel Brunet lui-même, parce qu'il a fait un entretien à France Inter, et le lien, c'est à la fin des diapos. Personnellement, moi, je trouve ces explications assez... enfin, en tout cas, je ne suis pas convaincu, vous verrez, hein, vous ferez votre propre avis sur sa façon d'expliquer cette histoire. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'en fait, cet os fossilisé soit analysé bientôt et qu'on connaisse un petit peu pour voir si la bipédie de Toumaï est confirmée ou remise en cause par ça. Dernière chose à dire sur ça, l'assemblage des os fossilisés ici, ce n'est pas quelque chose de naturel. On trouve des os de primates, mais on trouve d'autres mammifères non primates. Et l'explication proposée, c'est que cet assemblage d'os a été trouvé par des humains dans l'époque moderne, peut-être il y a 1000 ans, et ils se sont dit, bah, ça c'est un squelette de pauvre bonhomme, on va lui donner une sépulture, on va l'enterrer dignement. Donc ils ont rassemblé tous les os fossilisés, ils ont mis ensemble dans un sorte de enterrement.
Et c'est pour ça qu'on trouve des os de différentes espèces ensemble. Ça, c'est un vrai problème. Parce que si c'est le cas, on ne pourra pas affirmer que le fémur ici venait du même individu que le crâne. Donc l'interprétation va être vraiment difficile. Donc, ça c'est pour l'histoire de Toumaï qui a eu des retournements cette année. Un prochain fossile hominine, éventuellement, c'est Oroïne. On a un os de fémur et quelques fragments, donc pas de crâne, pas de reste d'outils façonnés. Mais puisqu'on a le haut du fémur, on peut dire clairement qu'on connaît l'angle fait par le fémur et le bassin, donc on peut avoir une conclusion forte sur la bipédie. Donc oui. Donc ça, c'est une espèce fossilisée découverte par Brigitte Senut et Martin Pickford. Alors, on saute 1 million d'années et demi dans le futur. Prochaine espèce fossilisée, c'est Ardipithecus ramidus, découvert en Éthiopie. Donc, c'est une espèce fossilisée qui date d'il y a 4,4 millions d'années. L'échantillon, le site a été découvert en 1994, publié 15 ans plus tard. Mais il y a une raison pour cela, parce que quand on regarde sur le site, les différents éléments de ce squelette fossilisé ont été étalés sur 10 mètres carrés à peu près. C'est comme si on avait le cadavre ici, fossilisé, le squelette, et puis on avait quelqu'un qui passait comme ça, qui tapait le pied dans les différents fragments pour les distribuer sur une grande aire. Donc, les fragments étaient éparpillés et quand on les touchait, ils étaient très friables, ils partaient en poussière directement. Donc le travail pour les reconstituer, les étudier était assez minutieux, il fallait les consolider sur place, ensuite extraire toute la partie de terre qui contenait chaque morceau et les ramener au laboratoire à Addis Abeba et les désabler, les déterrer vraiment minutieusement, pièce par pièce. Et ensuite, rassembler tout pour donner un squelette partiel. Donc là, je comprends pourquoi ça leur a pris 15 ans pour faire ça. Il y a eu un travail minutieux qu'il fallait faire. C'est pas comme si le truc était là dans un tiroir tout près. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez Ardipithecus ramidus? Un squelette avec des différents fragments, des dents, et les membres supérieurs et inférieurs, et un bassin fragmenté. Sur le crâne, donc on a quelque chose qui est assez moderne, avec une face plate. Capacité crânienne, on reste un peu dans la zone d'un chimpanzé, mais dans les dents, encore, en quelque chose de relativement moderne. Les dents d'Ardipithecus avec une canine plus petite ici, considérée comme un caractère plutôt moderne. Pour la bipédie, les auteurs de l'étude ici, ils font une reconstruction du bassin par informatique, ce qui est donné ici, là. Donc leur bassin a une forme, selon eux, qui est beaucoup plus proche de l'Australopithèque que le bassin d'un chimpanzé. Et donc, ils concluent que Ardipithecus ramidus était bipède, en tout cas probablement bipède. Donc, est-ce que quelqu'un voit quelque chose sur l'écran là qui n'est pas cohérent avec cette interprétation? Ouais. Pas sur le bassin. Quelque chose sur l'image. Ouais, voilà. Sur les pattes arrière, on a le hallux qui est opposable. Donc, ce n'est pas un individu qui marchait tout le temps, là. C'est clair que ça, c'est incohérent avec la bipédie comme mode de locomotion exclusive. Donc, pour les auteurs, encore une fois, eux, ils pensent qu'un Ardipithecus était bipède. Pour les gens pas impliqués dans l'étude, bon, ils sont beaucoup plus mesurés dans l'interprétation. Donc, un des problèmes avec ces espèces fossiles précoces, qui sont proches de la bifurcation chimpanzé-homo, donc ici, c'est un commentaire publié en 2011, donc on a les datations qui datent de cette époque-là. Donc, le problème, c'est que pour les espèces qui sont proches de la bifurcation ici, on a tendance à simplifier un petit peu notre compréhension en disant, voilà, ça
sûrement chez les panines ou chez les hominines. Mais en réalité, ce qui existait à l'époque, c'était probablement beaucoup plus d'arborescence dans l'arbre phylogénétique, avec éventuellement les branches qui sont ni hominines, ni panines, et qui n'existent pas. Et chacune de ces espèces fossiles risque d'avoir un assemblage de caractères archaïques et caractères modernes que l'on ne retrouve pas maintenant chez les hominines ni chez les panines. Et donc, l'interprétation de ces fossiles très anciennes est très difficile de dire si Toumaï est vraiment un hominine ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est avant l'embranchement hominine-panine. Très difficile à dire ça. Pareil pour Ardipithecus ramidus. Est-ce que c'est quelque chose plutôt comme un panine ou est-ce que c'est quelque chose totalement ailleurs? Donc, l'interprétation phylogénétique sur ces fossiles-là, très difficile d'établir avec certitude. Et parce qu'on a très peu d'échantillons. Donc, on base les conclusions sur 3 échantillons à pratiquement 3 millions d'années d'intervalle. Donc, on n'a pas assez d'informations pour vraiment tirer des conclusions fortes. On commence à être clairement sur la lignée des hominines avec des australopithèques, indiqués par le squelette partiel de Lucie, parce que là, pour la première fois, on a le crâne, on a le bassin, on a le fémur. Et l'ensemble de ces choses-là nous permet de dire clairement que les australopithèques étaient bipèdes. On a également les pics d'électrolytes où on voit qu'on a le hallux qui est aligné avec les autres doigts de pied. Pas d'outils façonnés découverts à proximité d'aucun site où on trouve des fossiles d'australopithèques. Capacité crânienne, on commence à être un peu plus grande. Donc, c'est à la limite supérieure de ce qu'on voit chez les chimpanzés. Et ça va être la moyenne pour l'ensemble des australopithèques. Ce n'est pas un individu exceptionnel. Donc, on commence à voir la capacité crânienne qui augmente un petit peu. Donc, on a une espèce qui est bipède, qui commence à avoir une capacité crânienne plus grande et qui a un peu la formule gagnante. Donc, les australopithèques vont s'installer à différents endroits en Afrique et on distingue différentes espèces sur leur morphologie et aussi sur qui ont des aires de distribution sur le continent africain différents. Les relations phylogénétiques entre les différentes espèces d'australopithèques ne sont pas connues. Donc, on ne peut pas dire que, par exemple, Anamensis, c'est l'ancêtre de Afarensis, même si on est tenté de le dire parce qu'on a une continuité temporelle et les deux espèces occupent à peu près la même région d'Afrique. Et on n'a pas assez d'éléments pour l'affirmer. Donc, les australopithèques sont les seuls hominines sur le continent africain pendant une période d'à peu près 2 millions d'années. Ensuite, les australopithèques sont remplacés ou succédés par 2 genres, Paranthropus et Homo. Tous les deux sont vraisemblablement dérivés des australopithèques. Paranthropus, ce sont des primates robustes. Le mâchoire va devenir beaucoup plus robuste, donc on va s'adapter à manger des racines assez dures. Je ne vais pas en parler plus que ça. Et l'autre genre qui dérive des australopithèques, c'est Homo. Donc, Homo, initialement découvert en 1961. Les chercheurs donnent le nom Homo habilis à cette espèce parce qu'il y a un ensemble de caractères qui le mettent à part. C'est la première fois qu'on a des caractères vraiment modernes, face plate, front qui commence à être un peu bombé, capacité crânienne plus grande que les australopithèques, et c'est la première fois qu'on voit à proximité les outils en pierre façonnée. Donc c'est pour ça qu'on a le nom habilis au nom de l'espèce, parce que c'est l'homme qui va fabriquer, qui est habile, qui est doué, qui va fabriquer quelque chose. Donc, les outils en pierre fabriqués par Homo habilis sont des outils extrêmement rudimentaires. On prend un galet et on va le casser pour donner un tronçon. Et on appelle ce type d'outil en pierre la culture oldowayenne,
parce qu'on les a retrouvés pour la première fois sur les bords du fleuve Olduvai au Kenya. Donc là encore, on a quelque chose de nouveau. Plus grande capacité crânienne, plus grande capacité technologique, et là encore, c'est une formule gagnante. Donc on voit différents groupes, différentes populations de Homo qui vont occuper différentes régions d'Afrique pendant les prochaines millions à 1,5 million d'années. Donc selon les chercheurs, on distingue différentes espèces ou pas. Donc pour certains, Homo habilis et Homo rudolfensis sont deux espèces distinctes. Pour d'autres, ils disent bah ça c'est un peu la même chose. Les différences morphologiques sont vraiment petites, c'est peut-être la différence interindividuelle au sein de la même population, et ils occupent les mêmes zones géographiques pendant à peu près les mêmes périodes de temps. Donc, donc selon l'ouvrage, on peut lire que c'est deux espèces distinctes. D'autres disent, bah, en fait, c'est la même chose, c'est Homo habilis, tout ça. Pareil pour Homo ergaster, Homo erectus. Homo erectus, c'est une espèce qui a été définie sur des échantillons découverts en Asie, dont les plus anciennes datent d'il y a 1,8 million d'années, mais c'est morphologiquement et technologiquement très proche de Homo ergaster, qui est nommé sur la base des fossiles africains. Donc, des fois, on peut dire que ergaster et erectus sont deux choses distinctes, mais il y a des gens qui disent, mais non, tout ça c'est Homo erectus, et ergaster, c'est juste le nom qu'on a donné, qu'on a découvert ces fossiles sur le continent africain. Toujours est-il que Erectus ergaster, c'est le premier à développer une culture de pierre plus évoluée, plus perfectionnée, avec pour la première fois les bifaces. On appelle la culture acheulienne, nommée après la découverte des premiers en Europe, à côté de la ville de Saint-Acheul, apparemment. Donc, première découverte de ce type d'artefact en Europe, mais en fait, les plus anciens échantillons, c'est encore en Afrique. Au bord de lac Turkana, on trouve les premiers outils de la technologie acheulienne qui datent d'il y a 1,6 million d'années. Donc, on a Ergaster qui développe cette nouvelle technologie, qui va quitter le continent africain et qui va s'installer en Asie, en Europe. Et les formes asiatiques, on les appelle Homo erectus. Et c'est également Erectus qui est l'espèce fossile pour la première fois. On a l'évidence d'une utilisation maîtrisée du feu. Donc, Erectus, c'est la première espèce. Erectus ergaster, c'est le premier qui quitte le continent africain, avec des échantillons anciens en Géorgie, très anciens en Indonésie et une population qui s'installe en Chine. Donc, on a Homo erectus en Afrique, en Asie, peut-être dans le Moyen-Orient. Enfin, ça. Qui est là depuis au moins il y a 1,5 million d'années. Là encore, on va sauter 1 million d'années pour considérer les espèces d'Homo plus modernes que l'on peut retrouver avec une dispersion mondiale ou restreint soit à une zone géographique particulière, Homo floresiensis en Indonésie, seulement sur une île, et Neanderthalensis en Europe, qui est là depuis 400 000 ans environ. Donc, ce qui va nous intéresser, ce sont les espèces Homo heidelbergensis. Heidelberg, le premier exemple d'un crâne d'Heidelbergensis trouvé en Allemagne, mais encore une fois, les plus anciens exemples retrouvés en Afrique. Donc, c'est vraisemblablement une espèce avec une origine africaine et dont une partie de la population est allée s'installer en Europe. Heidelbergensis est vraisemblablement l'ancêtre de Néandertal et Sapiens. Et donc, pour la dernière partie du topo,
on va se concentrer sur les relations entre heidelbergensis, Néandertal et Sapiens et leurs interactions. Donc, Néandertal, espèce de homo disparu qui occupait l'Europe, le Moyen-Orient. Bipédie, oui. Outils façonnés, oui, avec une culture particulière qu'on appelle la moustérienne. Capacité crânienne très grande, plus grand que nous en moyenne, les crânes de néandertaliens. Et pourtant, c'est eux qui ont disparu et pas nous. Donc, l'occupation en Europe de Néandertal il y a 400 000 ans jusqu'à peut-être il y a 30 000 ans. Et les derniers échantillons ne sont plus les fossiles, mais ce sont les ossements qu'on trouve dans les caves en Espagne et en Croatie. Et à partir des ossements, on peut extraire de l'ADN, très ancien, et on peut séquencer cet ADN. Donc on dispose du séquence génomique de tout le génome des Néandertaliens. Et c'est ça qui a permis de donner une date de divergence par horloge moléculaire, Sapiens neanderthalensis, il y a 500 000 ans à peu près. Donc ça, c'est cohérent avec leur ancêtre commun étant Homo heidelbergensis. Donc, on avait un ancêtre commun il y a 500 000 ans avec Néandertal. Donc, ensemble avec la culture d'outils en pierre assez élaborés, on a un certain nombre d'observations chez Néandertal qui indiquent qu'ils avaient un certain... comment dire, on s'intéresse à comprendre la culture des Néandertaliens. Une observation, c'est que chez plusieurs fossiles ou ossements, on voit que des individus étaient blessés, qu'ils avaient des os cassés ou des arthrites, qui les ont empêchés de marcher, mais néanmoins, ils ont survécu à ces blessures, et ça veut dire que d'autres individus dans le groupe se sont occupés d'eux. Donc, ils soignaient les blessés et les vieux dans le groupe. Il y a eu quand même pas mal de discussions sur est-ce que les Néandertaliens avaient un culte des morts et des rites funéraires. Et ça, c'est encore une querelle d'experts. Moi, je n'ai pas vraiment suivi le développement de cette discussion, mais il y a des observations qui suggèrent que oui, il y avait un certain une rite de la mort ou un culte funéraire chez les Néandertaliens. Et il y a aussi des indications qu'il y avait des premiers objets artistiques produits par les Néandertaliens. Donc on a une image qui émerge d'un groupe d'humains pas très différent de nous en termes de leur comportement sociétal. On manque d'informations, mais avec plus de fouilles, on peut étayer un petit peu nos connaissances de comment vivaient les Néandertaliens. Donc une autre question très importante, c'est les Néandertaliens, est-ce qu'ils savaient parler? Ça, c'est notre troisième apomorphie spécifique des humains, l'utilisation d'un langage parlé. Donc on a deux indications qui peuvent être utiles. Donc la première, c'est la forme de l'os hyoïde. Donc l'os hyoïde, c'est un os en forme de fer à cheval qui fait la jonction entre l'eau du larynx et les muscles à la base de la langue. Donc l'os hyoïde joue un rôle dans la coordination du larynx et de la langue et l'articulation des sons. Et on a de la chance parce qu'il existe un certain nombre d'os hyoïdes fossiles qui ont été retrouvés. Et notamment, on a un échantillon, c'est peut-être deux os hyoïdes Homo heidelbergensis. Et donc ça, c'est la photo de la bête, là. Et c'est que la partie centrale assez solide qui persiste parce que les bras plutôt graciles sont cassés et puis sont perdus. Et néanmoins, on a la partie centrale ici et les chercheurs les ont mesurés dans tous les sens. Ils ont inventé un indice morphologique de l'os hyoïde. Et donc, ils ont comparé cette analyse morphométrique en comparant plusieurs os hyoïdes de gorilles, de chimpanzés, un seul os hyoïde australopithèque qui existe,
les Homo sapiens fossiles et modernes et les ossailleux de Néandertal et de heidelbergensis. Donc les ossailleux de gorilles et des chimpanzés forment un cluster ici, très distinct de la forme de l'ossailleux chez Homo sapiens. Le seul échantillon d'ossailleux d'Australopithèque est ensemble avec les chimpanzés et les gorilles, tandis que les ossailloïdes chez Néandertal et chez heidelbergensis ont une forme qui ressemble plus à un ossailleux humain. Donc la conclusion, c'est que si on a une forme comparable, on a une fonction comparable. Donc probablement, heidelbergensis, néandertalensis avaient la capacité de former les sons articulés comme nous. Tandis que chez les australopithèques, non. Donc ils avaient le matériel pour former des sons articulés chez Néandertalensis et chez heidelbergensis. Alors, est-ce qu'ils avaient le logiciel? Et ça, on a des informations parce qu'on connaît un gène très important pour l'acquisition du langage. C'est le gène FOXP2 qui est un facteur de transcription exprimé dans le cerveau lors du développement du cerveau. Et on sait que c'est important pour l'acquisition du langage parce que les mutations dans ce gène sont impliquées dans les formes héréditaires de troubles d'acquisition de langage. Et donc, c'est une mutation faux-sens et une mutation non-sens qui sont impliquées dans différentes généalogies, différents groupes, différentes familles. Donc, on sait que c'est important pour l'acquisition du langage. Et quand on regarde la séquence du gène FOXP2 chez différents primates, on voit que c'est un gène qui était très fortement conservé. Chez les chimpanzés, les gorilles et les macaques, c'est la même séquence. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule acide aminé différent par rapport à la souris. Donc en termes de Ka sur Ks, sur l'ensemble des primates et même jusqu'au chez les rongeurs, c'est un gène qui a fait l'objet d'une sélection négative. La fonction a été extrêmement conservée. Par contre, sur la lignée humaine, on a 2 mutations silencieuses et 2 mutations faux sens. Donc notre ratio Ka-Ks nous indique que ce gène a fait l'objet d'une sélection positive très forte lors de notre évolution à partir de l'ancêtre commun homme-chimpanzé. Pas très étonnant. Un langage symbolique, c'est un atout majeur pour vivre en groupe, pour planifier des actions, pour discuter des choses. Et donc ça nous donne un avantage sélectif immense. Donc les mutations qui ont permis cette acquisition de langage et la maîtrise d'un langage symbolique ont été extrêmement importantes dans notre évolution. Alors qu'en est-il pour Néandertal? Exactement la même séquence pour nous que nous. Et donc, Néandertalensis avait sans doute la même capacité de maîtriser un langage symbolique que nous. Il savait parler. Probablement, et aussi c'est de loin l'hypothèse la plus probable, c'est que cette capacité était déjà présente chez heidelbergensis. Parce que Néandertal et nous possédons les mêmes mutations, on les a héritées de notre ancêtre commun, heidelbergensis. Donc, la capacité d'utiliser un langage symbolique date au moins de Homo heidelbergensis et peut-être de plus loin. Maintenant, le débat, c'est est-ce que Homo erectus savait parler? Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas d'os hyoïde et on n'a pas d'ossements, on n'a que des fossiles. Donc, on ne pourra pas extraire l'ADN et avoir une idée sur le gène FOXP2 chez Homo erectus. Pas possible. Donc, Homo sapiens, Homo néandertal, savaient parler. Ils occupaient les mêmes régions géographiques pendant au moins 10 000 ans. Quelles étaient leurs interactions? Bon, déjà, on va faire un petit peu le point sur l'origine, les dates de Homo sapiens sur différents sites au niveau du monde, au niveau mondial. Donc, sapiens. Donc, toutes les données sont concordantes pour une origine africaine de l'Homo sapiens. Les plus anciens fossiles, maintenant, le record est détenu par le Maroc, donc avec les fossiles qui datent d'il y a 300 000 ans. Il y a jusqu'à l'an dernier, le plus ancien fossile d'Homo sapiens, c'était au Kenya, qui datait d'il y a 195 000 ans. Et l'ensemble des données phylogénétiques, avec 95% de nos allèles, montrent qu'on a une origine africaine.
avec la plupart des diversités génétiques dans l'Afrique subsaharienne. Donc, origine africaine de Homo sapiens, avec plus anciens fossiles sur le continent africain. Alors, cette découverte des plus anciens fossiles au Maroc, ça met une vraie pagaille dans la région d'origine de Sapiens sur le continent africain. Parce que jusqu'à l'an dernier, tout le monde était d'accord pour dire que probablement Homo sapiens avait une origine encore dans l'est de l'Afrique. Maintenant, on ne sait pas. Donc j'ai mis mon point d'interrogation en Afrique du Sud, ça c'est juste parce que pour donner un endroit où je pouvais le caser sur l'image. Donc on ne sait pas si l'origine d'Homo sapiens était en Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Ça reste à découvrir. Pareil, donc les plus anciens restes d'Homo sapiens en dehors du continent africain sont dans des caves en Israël. Ça, ce n'est pas une habitation pérenne, parce qu'on voit dans les mêmes systèmes de caves, tantôt c'est Néandertal, tantôt c'est Sapiens qui occupent ces caves. On a une sortie permanente du continent africain à partir de 80 000 ans, parce qu'on a des fossiles de Sapiens en Chine qui datent de cette époque-là, aussi en Indonésie, il y a 60-75 000 ans, et des humains qui arrivent sur le continent australien, il y a 65 000 ans. Alors, et en Europe, Homo sapiens arrive et cohabite, il y a 40 000 ans, et cohabite avec Néandertal pendant 30 000 ans. Alors, est-ce que c'est la seule espèce qui existait? Non. Il y a une dizaine d'années, on a appris l'existence d'une nouvelle espèce de Homo moderne, qui est Homo denisova, découvert à partir des échantillons dans une cave ici, en Sibérie. Et dans cette cave, on avait quelques phalanges et des dents. Et la forme des dents, illustrée ici, ce n'était pas la même chose qu'une dent humaine, et ce n'était pas tout à fait la même chose qu'une dent de Néandertal. Et d'ailleurs, la localisation était beaucoup plus à l'est que les sites d'habitation connus de Néandertal. Donc il y a toujours une question, est-ce que les dents ici venaient d'un Homo sapiens ou d'un Néandertal? Alors avec les avancées dans les techniques de séquençage d'ADN, il était possible d'extraire de l'ADN des phalanges et comparer les séquences d'ADN mitochondriales entre un échantillon d'humains et les Néandertals. L'idée était de décider est-ce que cet individu était un Homo sapiens ou un Néandertal. Et le résultat, c'est ça. Donc on prend, je pense que c'est 1000 ou un échantillon d'individus humains, et on compare le nombre de différences dans l'ADN mitochondrial entre les différents échantillons humains, différents échantillons Néandertal, et ça, c'est Denisova. Donc ici, on a deux pics dans les comparaisons humain-humain. Ça, ce sont les populations non africaines comparées entre elles. Ça, c'est les populations africaines subsahariennes avec les populations non africaines. Donc, on a plus grande distance génétique. Mais c'est intra-espèce. Distance génétique néandertal humain, c'est plus grand. Ce truc-là, la conclusion, c'est que c'est ni un humain, ni un néandertalien. C'est une troisième espèce qu'on appelle Denisova. Donc du coup, on a une troisième espèce qui est ici, qui est vraisemblablement aussi dérivée de Heidelbergensis. Donc on a un modèle où Heidelbergensis va quitter le continent africain, va s'installer en Europe et en Sibérie. Et les populations humaines vont les rencontrer. Les populations de sapiens qui quittent le continent africain vont les rencontrer. Alors, ils sont ensemble dans la même zone géographique. Ils savent parler, toutes ces trois espèces-là. Ils se rencontrent. Est-ce qu'ils vont faire des enfants ensemble? Grande question. Alors, comment on va le savoir? Encore une fois, c'est les analyses de séquençage génétique qui vont être utiles pour ça. Donc, l'idée, c'est que si on trouve des variantes génétiques des allèles qui sont partagés entre des squelettes, les individus néandertaliens, et tous les individus dans toutes les populations humaines modernes, ce qui s'est passé, c'est que
la variante génétique, l'allèle, a eu son origine chez Heidelbergensis, et ensuite, cette variante génétique a été transmise à tous les descendants. Et donc, c'est pour ça qu'elle est présente chez Néandertal, chez les populations non africaines et chez les populations africaines. Or, si on trouve quelque chose d'autre, si on trouve une variante qui est présente chez les populations néandertaliennes et chez les populations humaines modernes non africaines, ce qui s'est passé, c'est que l'origine de cette variante, c'est ici. Elle a été transmise aux Néandertal plus récentes, mais a aussi été transmise dans les populations humaines Homo sapiens non africaines par un peu d'intercroisement. Et donc, cette analyse a été faite, publiée en 2014, et on trouve la conclusion, c'est que 2,5% de la variabilité génétique dans les populations non africaines est dérivée de Néandertal. Et également, on a une partie de la variabilité génétique chez les populations mélanésiennes qui dérive des Denisova. Donc, on a eu des relations très fraternelles entre Homo sapiens, Denisova et Néandertal. Ce qui est tout à fait compréhensible si on voit comment les populations modernes d'humains se comportent qu'on les met ensemble. Donc ça a une implication importante pour nos modèles et notre conception de l'évolution de l'espèce Homo sapiens. Jusqu'à cette étude, on avait un petit peu deux modèles. Le modèle de continuité multirégionale qui proposait que donc, les Homo erectus est sorti du continent africain, s'installe en Asie, en Europe, et donc ces différentes populations restent ne sont pas vraiment en isolement génétique, il y a toujours des échanges génétiques tout au long de l'évolution de ces populations-là, ce qui fait que les différentes populations évoluent ensemble. À côté de ça, on a l'hypothèse out of Africa, qui propose que, en fait, ces populations archaïques dérivées d'Homo erectus vont être remplacées par les Homo sapiens modernes qui quittent le continent africain il y a 100 000 ans à peu près. Et la majeure partie des données génétiques est favorable à l'hypothèse out of Africa, sauf pour ces échanges génétiques. Donc le modèle actuel, c'est le modèle de remplacement mais avec des fuites. Et avec ce modèle-là, donc on a l'Homo sapiens moderne qui quitte le continent africain, qui va remplacer les populations qui sont sur place, mais avec quelques échanges génétiques qui fait qu'une partie du patrimoine génétique des Néandertaliens et des Denisova se transmet à notre génome. Donc, ce qui veut dire que bon, les idées ainsi ce qu'on peut voir entraîner chez certains, que la pureté raciale, c'est quelque chose qui est important, qui existe même. On voit que c'est totalement fou, sauf pour les populations africaines subsahariennes. C'est les seuls Homo sapiens purs. Les Européens, les Asiatiques, on n'est pas à la pureté raciale. On est une sorte d'hybride malsain entre Néandertal et éventuellement avec des Denisova. Alors, où se trouvent les allèles qui ont été transmis de Denisova à de Néandertal chez nous, en tout cas pour Néandertal? Donc, on regarde la distribution sur le chromosome des variantes génétiques qui avaient une origine néandertalienne, et on trouve qu'ils sont à peu près partout sur tous les chromosomes, sauf sur le chromosome X, et ils sont sous-représentés dans les gènes qui sont exprimés dans le testis. Et ça implique que les hybrides sapiens néandertaliens n'étaient pas 100% fertiles, surtout chez les mâles. Et ça, si vous vous souvenez, c'est la règle de Haldane. Quand on a une infertilité, une stérilité de l'hybride partielle, c'est plutôt le sexe hétérogamétique, les mâles chez les mammifères, qui sont touchés. Donc on est dans un cas où la fertilité sapiens néandertalien n'était pas complète. On avait une interfertilité partielle. Donc le modèle qui est le plus exact pour l'évolution du dernier million d'années de Homo sapiens, c'est la suivante. Donc on descend tous de Homo heidelbergensis, qui est une espèce à l'origine africaine. Une partie de la population d'Heidelbergensis va s'installer en Europe, une autre partie en Sibérie.
Et du coup, on a une séparation géographique. Donc, on a un événement de spéciation allopatrique. Et la population africaine va évoluer en sapiens et la population européenne va évoluer en néandertalensis. Donc, sur les milliers de générations, on a une accumulation de mutations de gènes qui installe une incompatibilité génétique partielle entre sapiens et néandertalensis. Et ce qui se passe quand sapiens arrive sur le continent européen, il se retrouve en incompatibilité génétique, donc on a une interfertilité partielle et une stérilité de l'hybride partielle pour ces croisements sapiens-néandertalensis. Donc ça c'est le diapo un peu de conclusion ici, avec représenté les noms des différentes espèces fossiles majeures et sur l'échelle ici, le temps de leur existence, avec un petit peu leur classement. Possible et hominine possible et probable, hominine archaïque, australopithèque, là on commence à être certain, transitionnel, Homo habilis, Homo rudolfensis, et des homos modernes ici. Ce que l'on retire, la descendance de Homo sapiens à partir de Tchadensis, c'est absolument pas une ligne droite. On a une arborescence dans cet arbre phylogénétique avec les relations phylogénétiques qui ne sont pas claires. Et on est une brindille sur cet arbre, la seule brindille qui persiste, probablement parce qu'on a éliminé tous les autres, ou alors on s'est mélangé un petit peu avec eux. Dernier mot de la fin pour George Gaylord Simpson, paléanthropologue du milieu du XXe siècle. L'Homo sapiens est le résultat d'un processus naturel qui n'avait pas de but particulier. Donc, n'oubliez pas ça et restez modeste face au reste de la nature. Okay.